l'auditoire, de ne pas lasser l'auditoire. Et donc ensuite, nous ouvrirons le débat. Donc, je l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui étaient déjà là, la règle, c'est que tout le monde peut prendre la parole. Ce n'est pas un webinaire, mais la règle, c'est qu'avant de prendre la parole, on la demande. Donc, pour demander la parole, il faut appuyer sur réaction et lever la main. Et en général, quand je ne vois pas que la main est levée, il y a d'autres personnes autour de moi qui s'occupent de me rappeler qu'il y a des mains levées. Et donc, on donne la parole successivement. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui nous ont été envoyées d'ailleurs en amont de ce débat, donc qui pourront être abordées, des questions, des points de vue. Bon. Et donc, on essaiera impérativement de terminer à 20h, ce qui veut dire qu'on arrête les débats à 19h50, de telle sorte que Jean-Baptiste de Foucauld puisse tirer quelques lignes directrices de ce débat, et je le redis, qui s'inscrit aussi pour nous dans la préparation de notre université d'été, qui aura lieu du 10 au 12 septembre à Lyon, et donc vous recevrez bientôt une invitation pour pouvoir vous inscrire. Ça ne sera pas le seul sujet de l'université d'été, mais ça alimente cette conviviale, comme les précédentes d'ailleurs, va alimenter aussi la préparation de notre université d'été. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, bienvenue notamment à nos nouveaux sympathisants démocratico-spirituels qui nous ont rejoints grâce à l'appel pour une autorité administrative indépendante chargée de la laïcité. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Emmanuel Rivière, qui complétera peut-être un peu la présentation que j'ai faite, et surtout pour qu'il nous fasse bénéficier de son observatoire de l'opinion. À toi, merci Daniel. Bonsoir à tous. Alors, ma fonction exacte, c'est pas très important, mais en même temps un peu, je m'occupe de sondages internationaux, d'analyse des démocraties et de conseils politiques à l'échelle internationale de ce qu'est devenu Kantar Public. C'était sans doute quelque chose de très, très douloureux, et ça l'a un peu été, j'avoue, puisqu'on est entre nous, de renoncer au nom de Sophrès, qui était extrêmement établi, extrêmement connu. La volonté derrière, c'est de s'appeler partout pareil dans le monde, parce que c'est la vocation de Kantar Public et de pouvoir faire bénéficier des éclairages comparatifs internationaux, avec une conviction, c'est qu'on comprend mieux nos sociétés si on prend un peu de recul et qu'on se compare. Que analyser des phénomènes au prisme de l'écume des événements franco-français, quand on assiste aux mêmes phénomènes un peu partout, c'est peut-être un peu se priver de perspectives, mais analyser aussi des phénomènes dans leurs différences, quand ils ont une dimension mondiale, comme l'émergence du populisme, par exemple, c'est aussi mieux les comprendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'à un moment, on s'est dit, on va prendre le risque de plus utiliser les marques connues, établies, qu'on avait un peu partout dans le monde, et prendre une marque commune. Pour démarrer, alors peut-être par le petit bout de la lorgnette, mais presque tu m'y as invité en parlant des sondages et de leur fiabilité, et notamment dans la perspective de ce second tour 2022 tant annoncé. Le score où on trouve aujourd'hui Emmanuel Macron dans les enquêtes d'intention de vote, c'est à un point près le score de Lionel Jospin en février 2002. Alors pourquoi je dis Lionel Jospin et pourquoi je dis Emmanuel Macron, pardon, et pas Marine Le Pen? Parce qu'il se trouve que son socle est plus solide et se reproduit plus facilement d'une élection à l'autre. Mais le raisonnement est vrai aussi pour Marine Le Pen. À ce stade, aujourd'hui, on n'en sait absolument rien, en tout cas pas à travers les sondages. Une manière dont on pourrait essayer de se projeter dans le second tour de 2022 et la question de la réplication du second tour de 2017, c'est, puisqu'on a célébré ou commémoré ou tout ce qu'on veut les 40 ans du 10 mai 1981, se rappeler que c'est la dernière fois qu'on a vu le duel précédent être reconduit à l'occasion d'un second tour d'élection présidentielle. Et depuis, ça n'est plus jamais arrivé, alors qu'il y avait quelques occasions auxquelles on s'attendait à ce que le second tour
puisse être répliqué. Il y a des sondages pour dire est-ce qu'on veut du même second tour que la fois d'avant, il y en a eu, mais le même second tour que la fois d'avant, pour le coup, il n'y a pas eu. Et pour terminer là-dessus, sur les habitués, les bons clients du second tour, Valéry Giscard d'Estaing, donc on a fait 2, François Mitterrand en a fait 3, Jacques Chirac en a fait 3, Nicolas Sarkozy en a fait 2, et puis ensuite François Hollande, et puis d'autres, Lionel Jospin, Ségolène Royal, n'en ont fait qu'un. Donc, a priori, c'est pas la logique d'avoir 2 fois de suite le même second tour. Fin du petit bout de la lorgnette pour parler un peu plus de démocratie, mais rester sur la présidentielle. Avec votre permission, je me suis demandé, j'aurais pu d'ailleurs vous poser la question, est-ce que je fais ça à main levée? Est-ce que je fais l'exercice habituel des sondeurs de montrer des graphiques? Et j'ai été rattrapé par mes sales manies, donc j'ai préparé une présentation. Très longue, mais ça vous le verrez pas parce que voilà, j'y ai compilé aussi des éléments sur lesquels peut-être ce sera intéressant de revenir au moment du débat. Mais je vais démarrer. Avec. Est-ce que c'est cette slide que je voulais montrer en premier? J'espère que oui. Non, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce le cas? Oui. Oui. Je vais le mettre en grand. Ce que représente, alors si vous voyez peut-être, si vous voyez pas si vous n'êtes pas familier de Zoom et que vous voyez pas à la droite, il y a moyen de réduire la fenêtre où on voit les visios en cliquant sur le petit trait horizontal pour avoir la diapositive complète. Ce que je vous propose là, alors c'est pas parce qu'on a changé de nom qu'on renie notre riche passé, c'est le suivi de la part de Kantar Public et auparavant de TNS Sofres, et encore auparavant de la Sofres, pour le Figaro Magazine, lui n'a pas changé de nom, de la confiance dans les présidents de la République depuis la mise en place de ce baromètre en 1978. Le trait vert représente le niveau de la confiance exprimée par les personnes interrogées, et le trait rouge, la proportion de ceux qui ne font pas confiance au président de la République. Je pourrais presque d'ailleurs consacrer mon quart d'heure là-dessus, parce que c'est une perspective qui, moi, m'inspire beaucoup de réflexion, qui est parce que cette courbe invite non pas à faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire à regarder Emmanuel Macron et il est meilleur que François Hollande et même que Nicolas Sarkozy, mais à une époque il était entre Hollande et Nicolas Sarkozy, puis on peut comparer aux prédécesseurs, mais je trouve que ce à quoi cette perspective sur plus de 40 ans invite, c'est à essayer de se demander ce qui s'est passé entre l'avant 2002, puisqu'il y a une sorte de césure qui apparaît à peu près là, alors peut-être un peu plus tard d'ailleurs, peut-être un peu avant, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se passe au tournant du millénaire et qui fait que les présidents de la République sont de plus en plus confrontés, et de plus en plus rapidement d'ailleurs, à une méfiance assez élevée et sans égal au niveau de défiance qu'on a constaté avant. C'est un peu d'ailleurs vraiment une manie presque de commentateur de dire de plus en plus, parce que c'est pas tant que ça de plus en plus. C'est vraiment beaucoup plus qu'à la fin du XXe siècle, pas forcément de plus en plus. Et donc, quand on constate la popularité d'un président de la République, la tentation d'analyser sur l'événement, sur ce qui s'est passé, sur ses erreurs, elle est grande. Mais sauf à supposer qu'il y ait le même type de profil de président commettant des erreurs, quand on a des personnalités aussi diverses que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, ou même à supposer que le Chirac du quinquennat aurait commis beaucoup plus d'erreurs que le Chirac du septennat,
il y a quelque chose qui semble s'être produit. Et si j'ajoute qu'on n'a pas du tout ce même effet avant-après quand on regarde les codes de confiance des premiers ministres, ça invite à une réflexion, je crois, surtout à l'approche d'une campagne présidentielle, qui est de se demander s'il n'y aurait pas un problème avec la présidentielle. Et je pense, à titre personnel, qu'il y a un problème avec la présidentielle, avec plusieurs hypothèses qui peuvent être proposées. Naturellement, la question du quinquennat, de la plus grande exposition d'un président sans doute devenu un peu plus hyper-président, moins protégé par un fusible. Je pense qu'on a franchi aussi un cap qu'on a bien mesuré dans nos enquêtes d'opinion au moment du tournant du millénaire, d'une vision de la France un peu différente, une interrogation existentielle sur son destin, son déclin, dont on n'est pas sorti aujourd'hui. C'est un peu l'avantage de beaucoup plus fréquenter qu'avant mes homologues qui demande un peu ce qui se passe en France, quand on voit justement à quel niveau faible on se situe sur tout un tas d'indicateurs, compte tenu de la désirabilité qu'inspire notre pays et son modèle à l'extérieur. Pas tout, pas sur l'ensemble des dimensions, mais il y a un décalage ressenti quand on regarde de l'extérieur entre cette espèce de morosité collective et un certain nombre d'avantages compétitifs ou d'aspects de séduction qu'offre la France. Je pense qu'il y a un sujet sur une autre prise de conscience et une autre série d'événements qui sont importantes en ce début de millénaire qui tournent autour de l'Europe. Il se trouve qu'on travaille beaucoup avec la Commission et le Parlement européen, que j'anime au sein de Kantar Public, un réseau qui s'appelle le Centre Kantar sur le futur de l'Europe. Ça doit vouloir dire que je pense qu'on a intérêt à se projeter à l'échelon européen. Et c'est effectivement, à titre personnel, ce que je pense. Mais je pense aussi qu'il y a une difficulté d'inscription de la démocratie française dans le contexte européen et que la présidentielle en est d'une certaine manière le point d'orgue et qu'il y a sans doute un décalage de plus en plus problématique entre ce qu'invite à projeter sur la fonction présidentielle et la promesse présidentielle, le mode de désignation et sa mise en scène, avec peut-être ce qui est devenu la réalité de l'exercice de la direction de l'État en France, dans un contexte où par ailleurs on a choisi, alors on peut discuter indéfiniment de la manière dont on a choisi, est-ce qu'on a vraiment choisi en conscience ou pas, mais on a choisi d'effectuer des transferts de souveraineté, on a choisi d'avoir une monnaie commune et tout ce que ça implique, on a choisi des principes de subsidiarité et une réalité qu'un certain nombre de décisions qui sont très en lien avec les sujets qui font débat en France sont plutôt prises à 27 qu'à un seul au sein de l'Élysée. Et voilà, c'est un des sujets que je pense, voilà, sur lequel j'aimerais aussi beaucoup vous entendre, c'est la difficulté et de la fonction présidentielle et de la grand-messe de l'élection présidentielle. On pourrait évoquer ce que ça a produit par ailleurs sur les élections législatives qui sont départies et dépourvues de leur substance, c'est-à-dire les électeurs. Je rappelle qu'on a autant voté aux élections européennes, décrites comme la grande boudée des élections françaises, qu'aux élections législatives de 2017. Donc voilà, c'est une question qui se pose et je pense que l'hypothèse d'une forme de crise de régime elle peut être un peu posée par rapport à cela. Il y a d'autres sujets qui sont, je pense, lisibles à travers nos enquêtes. Et celui que je vais évoquer là n'est pas mineur. Alors, pardon du caractère très peu lisible de cette série de courbes. Je vais essayer de l'expliciter. Vous entendez commenter des sondages, et vous entendez commenter abondamment ces sondages en disant chez les sympathisants, les Républicains, chez les sympathisants En Marche, voilà ce qu'on répond.
telle personnalité est très soutenue par les sympathisants, la France insoumise, Marine Le Pen est très populaire parmi les sympathisants du Rassemblement national. Donc, pour pouvoir faire ces analyses, on pose systématiquement dans nos sondages politiques la question suivante, de quel parti vous sentez-vous le plus proche? Et depuis très très longtemps, d'ailleurs pressentant qu'il y avait un problème avec la proximité à l'égard des partis, on ajoute ou disons le moins éloigné. C'est comme ça que cette question est posée depuis bien longtemps, et en tout cas depuis 2006. Et les courbes que vous avez sous les yeux représentent la proportion, dans un échantillon de 1000 personnes, de gens qui se disaient, alors proche, la courbe en rouge du Parti socialiste, la courbe en bleu, c'est la séquence UMP, les républicains, et la courbe en pointillé, qui est la plus importante de mon propos, c'est la proportion de gens qui ne se sentent plus proches d'aucun parti, qui disent, poliment, gentiment, ils ont fait venir un enquêteur chez eux, puisque quasiment sur la totalité de cette courbe, c'était réalisé en face à face, ils ont donc une bonne disposition, ils me disent, non, vraiment, je ne peux plus, je ne peux pas vous dire de quel parti je me sens le plus proche. Ça fait à peu près 30 ans que je fais ce métier. Depuis que je fais ce métier, on parle de crise de la représentation et notamment du discrédit de la politique. Il se trouve que depuis, comme vous le voyez, moins de 10 ans, depuis 2013, ça a empiré de manière extrêmement symptomatique. Ce qui veut dire que, du coup, tout ce que j'évoquais tout à l'heure, les analyses par la sympathie partisane, ça ne veut plus dire grand-chose, parce que quel que soit le parti dont on parle de moins 10% de la population. 4 personnes adultes ayant l'amabilité de répondre au sondage aujourd'hui se sentent proches d'aucun parti. Alors, il peut y avoir des fluctuations, on a des points hauts, des points bas. La courbe marron, évidemment, n'est pas une tarane intéressante, parce que c'est celle du Rassemblement national et qu'elle correspond à la succession dynastique Jean-Marie Marine, avec une forme de retombée, évidemment, consécutive à 2017. J'ai perdu ma souris, oui, la voilà qui se balade ici. Et là, le premier des partis qui est cité dans cette enquête, alors on a un peu changé de méthode, donc ça l'a boosté un petit peu, c'est le Rassemblement national, mais finalement pas beaucoup devant les poursuivants, que sont les Républicains, la République en marche, Europe Écologie Les Verts et les socialistes, avec un déclin de la France insoumise. Mais là encore, cette petite course de petits chevaux entre partis politiques ne doit pas faire oublier l'élément majeur qui est la faible capacité de séduction des partis. Quand on compare dans les 27 pays de l'Union européenne la réponse à la question « Faites-vous confiance aux partis politiques ?», la France se dispute avec la Grèce, la Slovénie, parfois la Bulgarie, en ce moment un peu la Roumanie, le douteux honneur d'être dans les dernières places. Parfois on est dernier, parfois on est avant-dernier, avant-avant-dernier. En tout cas, on tourne autour de moins de 10% de confiance dans les partis politiques en France, alors que dans la moyenne des 27, on est plutôt autour de 20 aujourd'hui. Puis dans les pays scandinaves, beaucoup plus haut, en Allemagne, beaucoup plus haut. C'est-à-dire le pays avec lequel on aspire le plus à se comparer, beaucoup plus haut. L'Italie, en ce moment, c'est évidemment assez compliqué aussi. Ce qui, un des autres problèmes d'ailleurs de la démocratie aujourd'hui, c'est que ce regard très sévère sur les partis, beaucoup alimentés par l'idée que les partis, finalement, c'est la dimension très compétitive de la vie politique. Par compétitive, j'entends celle qui consiste à gagner des places, à s'octroyer des positions. Donc, une des vocations, par ailleurs incontestable et tout à fait légitime des partis politiques, qui est de désigner des candidats. Voilà. Et lu par l'opinion publique dans sa forme dévoyée qui consiste à faire carrière. Et puis, il y a quelque chose qui est plus fondamental, je pense, dans le rapport que les individus ont au collectif, c'est qu'il y a l'idée d'être encarté correspond de moins en moins à l'image de soi qu'on veut donner au monde, ce qui est une autre difficulté auxquelles sont également confrontés les syndicats, mais
ne nous y trompons pas, les syndicats en France sont, en comparaison européenne, pas très très bien notés en France, mais bien mieux notés que les partis politiques. Avec une autre conséquence majeure, c'est que c'est tellement intégré par les partis eux-mêmes, tellement intégré d'ailleurs par un certain nombre de personnalités qui semblent avoir fait le pari, et pour l'instant plutôt gagnant, de faire leur carrière politique en dehors des partis, que cette dévitalisation, elle a du coup handicapé une autre capacité des partis à jouer un rôle extrêmement important, qui était celui de penser la société, concevoir un avenir désirable à proposer à on va dire, une partie du corps social, en général avec une vocation pour les partis de gouvernement dit attrape-tout, de tendre vers la majorité, et par ailleurs de mettre les choses en débat, ce qui fait partie des errements actuels, je pense, de la démocratie, en rapport d'ailleurs avec la deuxième dimension que tu as évoquée, Daniel, qui est celle de la spiritualité, c'est que de plus en plus souvent, on a des dirigeants politiques qui sont pris au dépourvu par l'émergence de nouveaux débats. Ils sont plutôt en retard qu'en avance, finalement confrontés au fait d'avoir un corpus, je vais dire idéologique, parce que pour moi, ce n'est pas forcément un gros mot, finalement plutôt sous-activé et donc contribuant à faire que des personnalités au sein d'un gouvernement puissent avoir des opinions très, très divergentes, improviser des réponses sur des sujets de fond et voire faire des sorties de route tout à fait sidérantes par rapport justement à cette difficulté qui est que les partis ne donnent plus le cadre qu'ils constituaient autrefois. Et sur cette dimension partisane, il y a un autre une autre perspective historique je voulais partager avec vous, qui est la manière dont les gens se positionnent sur l'échelle gauche-droite. C'est pareil, hein, depuis 1981, on demande aux gens, sur une échelle en 7 positions, c'est celle que vous voyez à droite de l'écran, où 1 est la position la plus à gauche et 7 la position la plus à droite. On invite les gens à se positionner. Il y a un petit décrochage qui est lié à un changement de méthodologie. Les échantillons qu'on interrogeait en face à face étaient un petit peu plus à gauche. Et donc là, depuis quelques mois, on est passé en interrogation par Internet et du coup, on a un peu entamé la part de voix de la gauche. Mais ce n'est pas tellement ça que je voulais commenter, mais plutôt en fait la hauteur de l'empilement des lignes. Vous voyez qu'on était dans un niveau, je n'ai plus le chiffre, pardonnez-moi en tête, mais supérieur à 80% de personnes qui se positionnaient sur cette échelle gauche-droite. Vous voyez que ça décline là, et aujourd'hui, on est donc à plutôt en dessous de 80%, puisqu'on est à 48 plus 34, mais on est on est à 82%. Je pense qu'on était à près de 95% au début. Ça n'est pas tant entamé que ça. C'est-à-dire l'affirmation sur laquelle le clivage gauche-droite n'a plus de sens, non, c'est beaucoup moins vrai que l'affiliation partisane n'a plus de sens. Il y a un tassement de l'identification sur l'échelle gauche-droite, mais ça n'a pas disparu. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un contexte, c'est-à-dire un peu le contexte de 2017, où la dimension gauche-droite existe, elle cohabite avec une dimension centre, périphérie, inclusion, exclusion, mondialiste, souverainiste, qui se superpose assez bien, mais ce n'est pas le clivage. Je veux dire, c'est les mondialistes contre les souverainistes. Donc, l'affrontement Le Pen-Macron ne résume pas les clivages politiques en France. On est dans un emboîtement qui peut être d'ailleurs assez compliqué entre le positionnement gauche-droite, le sentiment d'avoir sa place facilement trouvée dans le
modèle économique, social, collectif, ou de ne pas avoir sa place. Il y a une troisième dimension qui vient s'ajouter parce qu'il y a un niveau d'animosité à l'égard des élites et des dirigeants politiques qui n'a pas vraiment diminué, qui est la prime rupturiste. Et donc, voilà, quelqu'un qui est bien identifié sur l'axe gauche-droite, bien identifié sur l'axe souverainiste voilà, ouvert ou mondialiste, ou ce qu'on veut, et qui peut en plus avoir une médaille un peu rupturiste, peut décrocher la timbale. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément Marine Le Pen. D'ailleurs, ça a un peu fonctionné comme ça la dernière fois. Il se trouve que nier l'axe gauche-droite, c'était une manière de se positionner sur l'axe gauche-droite et d'avoir la dimension rupturiste en plus pour Emmanuel Macron. Et puis, par ailleurs, il était très positionné sur un axe qui, en gros, voilà, oppose l'idée que la France a des chances à jouer à l'échelle mondiale et peut donc défendre son destin dans la mondialisation versus la France ne peut retrouver le contrôle, hein, comme diraient les Brexiters, qu'en se prémunissant de la mondialisation et de l'Europe. Je finis par... non, la courbe que je présente là, je ne vais pas m'y arrêter, montre l'intérêt pour la politique. Hein. Il y a des hauts et des bas. Clairement, la période confinement 2020 était un bas, incroyablement bas d'ailleurs, de l'intérêt pour la politique. L'intérêt pour la politique, on ne peut pas dire qu'il se soit considérablement étiolé. Donc, on est dans un contexte où les gens continuent à s'intéresser à la politique, se projettent moins bien qu'avant, encore un peu dans l'axe gauche-droite, ne se reconnaissent plus dans les partis politiques et semblent avoir un furieux doute assez rapidement après son élection sur la capacité du président de la République à mener la barque. Puisque je parlais d'Europe, je vais terminer sur un peu de perspective et sur la question de la démocratie. C'est un des sujets en France. On est 23e ex aequo, comme vous le voyez, quand il s'agit de qualifier l'Europe de démocratique. Mais je pense que ça vient de ce défaut d'emboîtement entre des choses qui sont, pour le dire vite, hein, on y reviendra peut-être, tranchées par les traités, alors qu'on pense qu'on doit encore pouvoir en débattre en France. Je pense que c'est la principale difficulté. L'autre difficulté, c'est qu'il manque une scène démocratique à l'Europe pour être vraiment visible. Il se trouve que les Français sont derniers de la classe quand il s'agit de se dire bien informés, ce qui est peut-être aussi un problème sur la couverture médiatique de l'Europe en France. C'est un des éléments clés chez les Français de l'image de l'Union européenne. D'ailleurs, hein, les gens peuvent avoir dans les eurobaromètres, on leur demande s'ils ont une image positive, neutre ou négative de l'Union européenne. Et en fait, c'est extrêmement corrélé avec la question de la démocratie. Est-ce que l'adjectif démocratique décrit bien l'Union européenne ou est-ce qu'on peut se déclarer satisfait du fonctionnement de la démocratie dans l'Union européenne? C'est un élément qui est très corrélé à l'image de l'Union européenne. Par ailleurs, les ambivalents que je vous décris ici, quand on leur demande s'il faut davantage de politique commune dans tout un tas de domaines, ils disent oui. Quand on leur demande s'il faut quitter l'Union européenne, ils disent non. Par contre, ils ont une espèce de frustration démocratique. Mais la frustration démocratique, elle n'est pas que sur l'Europe. Et ici, je vais laisser parler sur cette slide et la suivante. On a représenté sur deux axes la satisfaction précisément à l'égard du fonctionnement de la démocratie dans le pays. C'est l'axe horizontal. Donc, plus on est à droite de l'écran, plus on est dans un pays qui se dit satisfait de la démocratie chez soi. Et l'axe vertical, c'est la satisfaction à l'égard du fonctionnement de la démocratie dans l'Union européenne. Alors, il y a un peu 4 carrés, hein. Il y a les gens qui sont contents des deux. En général, ceux qui sont contents de la démocratie chez eux, ils sont en dessous de la diagonale, c'est-à-dire qu'ils sont davantage contents de la démocratie chez eux qu'en Europe, mais à part l'Autriche et la Finlande. En 2020, au moment où on était dans les négociations, Autriche comme Finlande était un peu dans le camp des frugaux, à qui on a un tout petit peu
un tout petit peu forcé la main pour accepter un endettement collectif dans le cadre du plan de relance, mais en gros, voilà, ils ne sont pas vent debout contre la démocratie européenne, très satisfaits de la démocratie chez eux. Mais pour en revenir après, il y a des pays, surtout les pays qui nous ont rejoints en 2004 et après, qui sont plus satisfaits de la démocratie en Europe que chez eux. La France fait partie, avec la Grèce d'ailleurs, des pays qui sont satisfaits minoritairement de la démocratie en Europe et pour lesquels ce n'est pas non plus flamboyant sur la démocratie à domicile. Et ce qui, je trouve, invite vraiment, là encore, à réflexion, c'est quand on compare ces chiffres à l'échelle européenne avec la même articulation des deux mêmes questions en 2015. Parce qu'à l'époque, la France était à peu près à la même position, proche d'ailleurs de la moyenne. On était dans une vraie crise, une accumulation de crises, la crise des dettes souveraines et la crise migratoire en Europe. Et la France, proche de la moyenne, était un peu toute seule dans son coin, alors qu'il y avait des pays très insatisfaits et de la démocratie chez eux et de la démocratie en Europe. Et en fait, voilà, regardez la position de la France et la position de tous les autres. Si je refais l'enchaînement 2015-2020, en gros, tout le monde se déplace dans le bon sens, c'est-à-dire vers le haut et vers la droite, sauf nous. Quasiment on ne bouge pas. Et on a dépassé ailleurs en Europe cette double crise. On était au moment où on fait l'enquête dans une séquence où une initiative franco-allemande avait créé quelque chose d'assez inédit en Europe, où là où les opinions publiques européennes sont en général très réactives et négativement réactives quand ils ont le sentiment que les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un sujet majeur. Là, en l'occurrence, ça n'a plutôt pas trop mal marché. Et la France ne décolle pas. Et on a cette difficulté à suivre un mouvement positif et plutôt ascendant dans les autres pays qui est assez déconnecté de ce qui a produit plutôt de la satisfaction ailleurs, des améliorations de la situation économique et financière dans un grand nombre de ces pays. L'Italie, la Grèce font des trajectoires assez significatives. Hein, si vous regardez 2015-2020, le Portugal, c'est spectaculaire, un peu rattrapé par la crise Covid, et c'est, je pense, une des difficultés de la France, qui est l'articulation de ces deux notions clés, démocratie et spiritualité, c'est d'arriver à collectivement se projeter dans quelque chose de positif. Pardon, je suis sûr d'avoir été horriblement long. Merci. Je vais arrêter de partager mon écran et puis j'ai éventuellement d'autres choses en réserve. Mais je pense qu'on y reviendra. Merci en tout cas, Emmanuel, alors d'avoir élargi la focale à la fois dans le temps et dans l'espace, parce que avec une profondeur de champ dans les deux cas qui nous amène à quand même à ne pas nous regarder uniquement le nombril. Et puis ce dernier mouvement que tu indiquais, moi je l'interpréterais bien comme une forme de désenchantement qui affecte la démocratie à la politique, comme le désenchantement a affecté aussi la religion et indirectement la spiritualité. Il y a une forme j'y vois une forme de désenchantement. Peut-être ça peut être une bonne façon de donner la parole à Mathilde en lui demandant si elle voit un moyen de réenchanter la démocratie. Et c'est peut-être une façon d'ouvrir sur l'initiative que vous avez prise avec quelques-uns de cette primaire populaire dont on avait envie de vous entendre parler, mais ce n'est pas le seul sujet. On a envie de vous entendre sur le sujet général de où va la démocratie, où va la spiritualité dans ce moment un peu particulier que nous a si bien décrit Emmanuel. Déjà, un énorme merci pour l'invitation, Emmanuel, pour la présentation très claire, limpide, et je vais rebondir d'ailleurs à plusieurs reprises dessus, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je partage, de constats sur lesquels on travaille depuis longtemps chez Démocratie Ouverte. Juste pour vous dire en un mot qui je suis et d'où je parle avant de vous faire un peu une présentation. À la base, moi, je suis de l'écosystème climat, à la fois engagée dans les associations de jeunesse sur ces questions-là,
Puis, je suis passée côté gouvernement pendant la COP 21 et à la fin de la COP. Une fois les accords de Paris signés, à la fois très contente et heureuse d'avoir participé à cette aventure et à ces accords, et en même temps très lucide sur le fait que ça nous met sur une trajectoire à 3 degrés et que maintenant ça se joue au niveau national. Et c'est à ce moment-là que j'ai bifurqué sur la question démocratique parce que assez rapidement, j'ai fait le constat avec des amis, que vous avez certainement fait depuis bien longtemps de votre côté, que nos démocraties ne sont pas outillées aujourd'hui pour gérer la question du long terme et la question du défi écologique qu'on a face à nous. Et c'est comme ça que je me suis engagée dans Démocratie ouverte, qui est une association qui regroupe à la fois des chercheurs, à la fois des citoyens, à la fois des associations qui œuvrent à tenter, je ne dis pas qu'on a une baguette magique, mais qui œuvrent à tenter de réenchanter la démocratie sur le territoire, à la fois via des expérimentations un peu partout en France, et aussi via la production de contenu, de plaidoyer en faveur d'une démocratie un peu plus, en tout cas un peu plus enchantante que celle qu'on a aujourd'hui. Et avant la primaire populaire, j'ai aussi participé à, et notamment quand le mouvement des Gilets jaunes a émergé, j'ai participé à créer un collectif, et Yvon était là d'ailleurs à ce moment-là, qui rassemblait Gilets jaunes, militants écologistes et acteurs d'innovation démocratique, et qui a permis l'émergence de la Convention citoyenne pour le climat, où j'étais très engagée aussi, et sur laquelle je vais revenir aussi sur qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette expérience, de cette expérimentation démocratique qui met le tirage au sort au centre du jeu. Je rebondis sur ce que disait Emmanuel tout à l'heure sur la crise de la représentation. C'est quelque chose qu'on voit non seulement dans les graphiques qu'a présenté Emmanuel, mais qu'on vit tous et qu'on voit tous élection après élection, quand on voit le niveau d'abstention qui grimpe, quand on voit le populisme qui monte élection après élection également. Les raisons qu'on identifie de notre côté, côté démocratie ouverte, sur cette désillusion de la démocratie, je vais en citer deux majeures, évidemment, il y en a plein d'autres. Deux majeures, la première, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a une démocratie qui n'est plus à jour par rapport au niveau de diplôme et d'attente des citoyens. Notre démocratie représentative, elle a été conçue à une époque où, je caricature un peu, les gens savaient peu lire et écrire, et donc c'était assez naturel finalement de déléguer le pouvoir d'écrire la loi à un représentant ou une représentante. Aujourd'hui, il y a un niveau de diplôme qui est beaucoup plus important de la part des Françaises et des Français. Il y a une capacité à lire, à écrire. Il y a un niveau d'information aussi avec les chaînes télévisées qui ont été multipliées, parfois peut-être trop. Peut-être qu'on n'a plus de la bonne information, mais en tout cas, on a l'impression d'avoir la moindre facette de nos représentants qu'on connaît sous toutes les coutures. Le deuxième chose, c'est qu'on a cette sensation que il n'y a plus de prise sur la démocratie, sur la politique entre deux élections. Finalement, on est à mettre un bulletin de vote à une élection, puis au milieu, on peut manifester, on peut faire grève, on peut faire tout ce qu'on veut. Finalement, on a en face de soi un mur, contrairement à une époque où les grèves pouvaient mener à des changements plus profonds dans la société. Et pareil, c'est à nouveau lié au fait que les gens, notamment avec l'émergence des réseaux sociaux, ont pris l'habitude de participer, de donner leur avis régulièrement, et donc de devoir attendre tous les 5 ans, 7 ans, de pouvoir donner son avis par un bulletin de vote, semble assez limité comme offre d'accès à la démocratie aujourd'hui pour la population. Il y en a plein d'autres de raisons, mais on pourra y revenir si vous voulez. En tout cas, ce qui me semble important, c'est que, et ça je l'ai vraiment vécu, du coup je vais donner quelques exemples sur la Convention citoyenne pour le climat, ce que disait Emmanuel sur le fait qu'il y a, avec le dernier graphe, qu'il y a un intérêt pour la politique qui n'est pas descendant de la part des citoyens français, et ce qui peut paraître paradoxal quand on voit les chiffres d'abstention, quand on voit tout ça. La raison pour nous, c'est que par contre, il y a un vrai décalage entre la manière dont la politique se pratique aujourd'hui et ce qu'attendent les Français. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il y a un intérêt pour la politique ou pas, c'est est-ce qu'il y a un intérêt sur la manière où aujourd'hui se produit la politique. Et la réponse, elle est clairement, il y a là un décalage qui se crée entre les citoyens et la politique. Et c'est d'ailleurs pour ça, je trouve que ça s'explique très bien, le premier graphe sur le fait que
les gens ne se reconnaissent plus dans les partis politiques, s'explique très bien de cette manière-là, c'est que les partis politiques qui sont normalement un des poumons de notre démocratie, aujourd'hui, ne jouent plus leur rôle et sont en décalage avec la société, avec 40% de gens qui ne se reconnaissent plus aujourd'hui, en tout cas pas facilement, dans un parti politique. Du coup, chez Démocratie Ouverte, on essaye de pousser des expérimentations. On en a plein à l'échelon local, parce que c'est là aussi où c'est le plus facile, finalement, de reconnecter les citoyens à la politique, de tester des formes nouvelles. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Je pourrais donner quelques exemples si ça vous intéresse. Je voulais mettre un peu quelque chose qui parfois crée des débats un peu profonds sur la question du tirage au sort. Pourquoi est-ce que nous, Démocratie Ouverte, au moment où les Gilets jaunes ont émergé, on a poussé cette idée d'avoir une assemblée de citoyens et de citoyennes tirés au sort, avec évidemment des critères pour être représentatifs de la société française. Des critères qui étaient des critères d'âge, de sexe, de niveau de diplôme, de catégorie professionnelle, de territoire, à la fois dans quelle région vous êtes, mais aussi de typologie de territoire. Vous êtes plutôt en zone urbaine, périurbaine ou rurale. Le tirage au sort, il nous a semblé intéressant parce que c'est une autre manière justement de représenter la population. Quand vous élisez quelqu'un, d'une certaine manière, vous essayez de choisir le meilleur d'entre nous pour représenter nos intérêts. Ça ne veut pas dire que vous sentez proche de cette personne-là. Un peu comme quand on choisit un avocat, on ne choisit pas parce qu'il nous ressemble et qu'il a la même vie que nous, mais on le choisit parce qu'a priori, c'est le meilleur pour défendre nos intérêts. Le tirage au sort, au contraire, vise à donner une sorte de mini-France et donc permet d'avoir des gens beaucoup plus proches de la réalité de la société française. Et ça, c'est intéressant à un moment de décalage entre les élus et les citoyens français, en tout cas tel que ressenti par un certain nombre de nos concitoyens, et l'élection qui peine aujourd'hui à être un système qui convainc l'ensemble des citoyens français. J'insiste sur quelque chose, c'est que, à mon sens, le tirage au sort a une place aujourd'hui dans nos institutions à trouver, qu'il ne doit pas remplacer l'élection, mais que c'est deux manières de représenter la population qui sont complémentaires. Et on le voit par exemple en Irlande, où après une assemblée citoyenne qui a permis la légalisation de l'avortement, c'est maintenant institutionnalisé dans la manière d'écrire la loi, d'avoir recours à des assemblées de citoyens tirés au sort sur un certain nombre de sujets clés, sans pour autant que c'est soit venu remplacer ou éjecter les élus qui ont encore leur place dans le système irlandais. Je pourrais revenir sur cette expérience du tirage au sort et de l'élection, mais je vais passer à la primaire populaire juste pour finir sur la Convention et exemplifier le fait que ça n'est pas antinomique tirage au sort et élection, c'est qu'il y a des gens, je pense par exemple à Benoît, un des citoyens de la Convention qui vit à Marseille, qui s'abstenait depuis 30 ans, qui ne votait plus, et qui, suite à la Convention, est revenu aux urnes et s'intéresse maintenant à la politique et à de nouvelles manières de faire de la politique. Donc ça, je trouve ça très intéressant, comment une autre manière de représenter les gens et les faire participer peut les réengager dans le politique. Et ça me semble complètement aller dans la thèse que développe Pierre Rosanvallon sur le populisme. Je vous invite à lire son ouvrage, et je caricature un peu à nouveau son propos, où lui dit, face au populisme, il ne faut pas moins de démocratie, mais au contraire, il faut plus de démocratie. Et il y a une véritable attente des gens à plus participer, et participer autrement que la seule système électoral qu'on a aujourd'hui. Et donc la primaire populaire, elle s'inscrit un peu dans ce sillon-là, et dans le diagnostic que faisait Emmanuel. Dire les partis politiques aujourd'hui ne sont plus aussi puissants qu'auparavant. 40% des gens ne se retrouvent plus, ne se sentent plus proches d'aucun d'entre eux. Et donc l'idée de cette primaire, qui est organisée par la société civile, c'est de trouver un nouvel équilibre finalement entre la société civile et les partis politiques. Ça ne veut pas dire qu'on est anti-partis politiques, on pense qu'ils ont encore un rôle à jouer, et qu'on est conscient que cette élection, les partis politiques, notamment gauche et écolo, seuls n'arriveront pas à convaincre les citoyens qu'ils souhaitent convaincre. En revanche, il y a un nouvel équilibre à trouver entre partis politiques et société civile pour créer une dynamique autour de cette élection. Dans cette primaire populaire, on a parlé de bloc. Le bloc qu'on essaye de toucher et qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le bloc des justices, c'est un bloc qui n'a plus conscience de lui-même, à notre sens, qui est un bloc qui réunit les électeurs
de ce que certains appellent encore la gauche traditionnellement, donc des déçus de Macron en gros, hein, jusqu'à PCF, la France Insoumise, en passant évidemment par PS et ELV, mais aussi un certain nombre de gens qui s'abstiennent de plus en plus, et aussi un certain nombre de personnes qui aujourd'hui votent Rassemblement National, qui ne sont pas forcément dans ce vote-là, dans un vote raciste et identitaire, mais dans un vote contestataire, pour une partie d'entre eux. Et donc ce bloc-là, et donc notamment un certain nombre d'ouvriers qui à une époque votaient PS et qui se sentant trahis par le PS sont partis au Rassemblement National. Est-ce que donc ce qu'on essaie de reconstituer, c'est vraiment ce bloc-là qu'on appelle nous bloc de justice, mais qui peut porter un autre nom. Ce que certains appellent encore la gauche dans un imaginaire d'une gauche forte et puissante. Moi, j'ai 30 ans, qui est un mot qui me parle plus énormément, même si les idéaux et les propositions de la gauche me parlent encore énormément. La primaire populaire, du coup, c'est quoi et comment ça fonctionne au-delà de cet équilibre que ça cherche à recréer avec les partis et qui ça cherche à toucher? C'est tout simplement l'idée de permettre aux citoyens et aux citoyennes de faire émerger une candidature unique, gagnante en 2022, sur la base d'un projet écologique, social et démocratique. Il y a 3 grandes étapes. Et la première étape, c'est de commencer par les idées et les propositions. Arrêtons de d'abord faire le casting, le bal des égaux. Commençons par quelles sont les propositions qui vont changer nos vies. Cette première étape, il y a une version 1 d'un socle commun qui a été écrit, je pourrais vous mettre le lien dans le chat, qui a été un travail qu'on a fait sur la base des propositions venant de la société civile et des mouvements sociaux de ces dernières années. Quand je dis société civile, c'est par exemple le Pacte du pouvoir de vivre qui réunit des acteurs qui vont de la CFDT jusqu'à la Fondation Nicolas Hulot, en passant par Oxfam, et comme ça, il y a plus de 60 organisations dedans, donc peut-être certains d'entre vous sont engagés dans certaines de ces associations. Je pense aussi à Plus Jamais Ça, qui est une autre coalition qui va de la CGT jusqu'à Greenpeace, en passant aussi par un certain nombre d'autres acteurs, ou encore au Pacte pour la transition. Puis je ne vais pas citer tous les acteurs, mais on s'est nourri de tout ce qui avait été pensé, posé par la société civile depuis des années. De la même manière, on a regardé aussi ce qu'avaient proposé les mouvements sociaux, que ce soit les Gilets jaunes eux-mêmes, que ce soit les mouvements féministes, que ce soit les mouvements antiracistes, que ce soit le mouvement climat, et essayer de proposer 10 mesures de rupture sur 3 grands champs, la question écologique, la question de la justice sociale et la question démocratique. Sur cette base de 10 mesures de rupture, ce qu'on propose à partir de la fin du mois de juin, au lendemain des régionales, c'est de lancer un grand parrainage citoyen. C'est-à-dire que sur le site de la primaire populaire seront affichés tous les candidats et candidates déclarés ou pressentis qui pourraient incarner correctement ce socle commun. Donc, à la fois, évidemment, les candidats classiques de la gauche et des écolos, donc Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Éric Piolle, Sandrine Rousseau, Jean-Luc Mélenchon et j'en passe. Et les citoyens qui le souhaitent pourront parrainer celles et ceux qu'ils souhaitent voir participer à la primaire et à la phase de vote de la primaire. Si aucun de ces candidats ne leur convient, ils pourront proposer d'autres noms, soit des gens issus du sérail politique qui ne sont pas a priori candidats ou qui ne sont pas aujourd'hui dans les sondages, soit des acteurs venant de la société civile. La seule règle pour arriver sur la page de parrainage, c'est que 500 personnes différentes donnent votre nom, ou le nom de la personne qu'ils souhaitent voir candidat, et qu'elles respectent le socle commun, qu'elles adhèrent au socle commun, pour ne pas avoir des candidatures, j'ai envie de dire, soit guignols, soit au contraire extrême droite, dans un truc où le socle est complètement contradictoire avec ce système-là. Les parrainages iront du coup de fin juin jusqu'à fin septembre, pour donner lieu à fin septembre où sont sélectionnés du coup les 10 les plus soutenus en ligne par cette phase de parrainage citoyen en appliquant la parité, 5 hommes, 5 femmes. Parité aussi pour renouveler notre démocratie et faire arriver plus de femmes potentiellement au pouvoir. Et sur ces 5 hommes et 5 femmes, de manière assez classique et une primaire, débattront pour qu'on ait ce débat d'idées, notamment sur les choses sur lesquelles ils sont en désaccord, parce que le socle commun sur lequel se passe cette primaire, les 10 propositions dont je vous parlais tout à l'heure, c'est en gros les 60-70% de choses qui les rassemblent tous aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de communs entre tous ces acteurs. L'idée du débat, c'est que sur les 30% de désaccords, sur les questions de l'Europe, sur la question de la laïcité, par exemple, ils puissent en débattre dans un cadre serein.
Et la dernière échéance, c'est évidemment le moment du vote. On attend 2 millions d'électeurs au mois de novembre, à la fois en ligne et à la fois en physique, avec une modalité de vote différente du vote classique, justement pour répondre à un certain nombre de critiques du système électoral que font certains de nos concitoyens, et dans lequel je m'inscris. Notamment l'idée que, je ne sais pas comment vous le vivez de votre côté, mais on en a parfois un peu ras-le-bol de toujours voter contre quelqu'un, ou pour le moins pire entre la peste et le choléra, bon, de qui je choisis. Donc d'avoir une modalité de vote qui s'appelle le vote au jugement majoritaire, c'est-à-dire au lieu sur les 10 candidats de choisir celui ou celle que vous préférez, devoir réfléchir, de voter utile pour un tel ou un tel, vous pourrez mettre une mention à chacun et chacune de ces 10 candidats. Donc si vous adorez le candidat A, vous le mettez excellent. Si vous détestez le candidat B, vous le mettez à rejeter. Si vous trouvez que le candidat C est moyen, vous le mettez moyen et passable. Il y a 7 gradations comme ça. Et ça permet à la fin d'avoir évidemment un ou une gagnante, parce qu'on reste dans la Ve République, même si certains peuvent le regretter. Donc il faut un seul nom sur un bulletin de vote pour arriver à la présidentielle. Donc c'est celui ou celle qui a la meilleure mention au final. Mais ça permet aussi plus facilement de créer une équipe et d'éviter les clashs et les systèmes de trahison qu'on a pu voir à d'autres primaires. Je pense notamment à la primaire de 2017 que Benoît Hamon avait gagné. Donc voilà en quelques mots ce qu'on propose. Aujourd'hui, on est en phase de pré-lancement et on a déjà l'intérêt, et on discute avec l'ensemble des partis politiques traditionnellement vus à gauche. On a mis en place ce qu'on appelle un conseil des partis qui nous a permis de vérifier que le socle commun qu'on propose qu'on a un peu un badge de conformité de l'ensemble des partis politiques de la gauche et des écolos, mais aussi des candidats eux-mêmes. Donc on parle à la fois avec le PS, avec l'ELV, avec la France Insoumise, avec le Parti communiste, avec Anne Hidalgo, avec Yannick Jadot, avec Éric Piolle, avec Sandrine Rousseau, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Fabien Roussel. Et aussi des gens issus de la société civile qui nous disent « Moi, ça m'intéresse vachement votre truc, j'aimerais participer, comment je fais ?» Voilà dans les grandes lignes la primaire populaire. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été claire, il ne faut pas hésiter à me le dire. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site primairepopulaire.fr, regarder le socle commun ou signer l'appel si vous trouvez que c'est une bonne idée. On a plein de parrains-marraines qui soutiennent déjà l'idée, qui sont des intellectuels, Dominique Méda, Patrick Vivray, des gens plus militants comme Cyril Dion ou Fatima Wassak, bref. On est en train de monter quelque chose qui, à nouveau, cherche à entraîner les partis politiques et à les forcer à être un peu plus responsables dans le moment où on vit. On a l'impression qu'ils passent un peu leur temps à s'engueuler sur des sujets qui sont certes importants, mais dans un cadre de débat qui n'est pas très serein. Je pense notamment à la question de la laïcité. Et sur cette question de la spiritualité et notamment de la laïcité, nous, ce qu'on souhaite proposer aux partis politiques, c'est d'abord un cadre de débat off, sans médias, pour que chacun puisse avoir plus précisément le point de vue des autres sur cette question-là. Ça, c'est un premier enjeu, une première chose qu'on fera en juillet avec un certain nombre d'entre eux, et ensuite d'avoir un débat public pour que le débat puisse avoir lieu de manière sereine. Je ne sais pas si on va y arriver sur cette partie publique, parce que, évidemment, il y a des positions qui sont celles des partis, puis il y a l'utilisation politique qu'ils en font à un moment où, parfois, ils ont besoin de se différencier de l'autre, et donc même s'ils sont d'accord, ont tendance à renchérir sur ce qui les divise pour que leur stratégie politique et leur stratégie électorale puissent réussir. Donc je ne sais pas si on arrivera sur ce point-là à changer les choses. En tout cas, ce dont je suis absolument sûre, c'est que cette élection présidentielle, il y a une chance d'éviter un duel Macron-Le Pen, c'est s'il y a un élan populaire qui se crée autour d'un programme, d'une candidature, et que cet élan populaire aujourd'hui, les partis politiques sont trop faibles pour le construire tout seuls. Et donc, il y a un enjeu à ce que la société civile, les citoyens, prennent la main, sans être dans un truc forcément anti-parti, mais prennent la main pour proposer quelque chose de nouveau, qui peut parfois créer du scepticisme parce que c'est nouveau. On l'a vu avec la Convention citoyenne aussi, dès que c'est nouveau, au début on est sceptique, on se dit « Oh, ça va pas marcher ce truc, oh, c'est une usine à gaz, oh ». Et en fait, si les gens ont envie d'autre chose, il y a bien un moment où il va falloir expérimenter d'autres modèles de démocratie. Et donc, c'est une proposition qu'on fait aujourd'hui
avec l'association 2022 ou jamais, qui est porteuse du coup de cette primaire populaire. Et je vous mets le lien du socle commun pour ceux que ça intéresse dans le chat si vous voulez regarder. Merci Mathilde, merci beaucoup. Et c'était intéressant effectivement de voir que nous sommes en général d'une génération un peu plus âgée que la vôtre, Mathilde. Donc c'est aussi ça qui nous intéressait, c'est d'avoir un point de vue. Il y a quelques jeunes parmi nous, mais la plupart sont d'un âge beaucoup plus canonique, donc ça nous intéressait d'avoir votre regard sur le sujet. Peut-être un mot là-dessus pour vous dire que dans l'organisation, justement, on est beaucoup de jeunes parce que, je ne crois pas qu'il y ait un truc de génération spécifiquement. Je pense que aujourd'hui, si on regarde la génération à laquelle j'appartiens, le premier parti, c'est l'abstention. Le deuxième parti, c'est le Rassemblement national. Alors que les jeunes, à une époque, étaient quand même connus pour voter à gauche. Si on sent, et je ne crois pas que ce soit malheureusement quelque chose qui soit spécifique à notre génération, je pense que notre génération est un miroir grossissant d'une lame de fond beaucoup plus profonde dans la société. Et donc, si on s'engage aujourd'hui, c'est qu'on pense vraiment que ce n'est pas une fatalité, mais que c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on fait de la politique et quelle offre politique on peut proposer. Et donc, ravi d'en discuter, et on n'est pas du tout jeuniste à dire mort aux vieux, loin de là. On travaille beaucoup en intergénérationnel, donc ravi d'être là et de se faire challenger aussi. Peut-être que notre vision est parfois un peu trop jeuniste, donc n'hésitez pas à nous le dire et à nous rentrer dedans. Je ne pense pas qu'on fasse ça, mais en tout cas, c'est le type de dialogue qu'on voulait avoir avec vous. Alors, il n'y a pas de demande de prise de parole, mais il y a des questions. Il y a Jean-Claude Devez qui fait ça du pouce. Ça veut dire que visiblement, il est content mais il n'a pas demandé la parole pour l'instant. Je rappelle que si vous voulez intervenir, il faut Jean-Claude applaudit depuis. Donc, il faut lever la main. J'ai quelques questions en marge. Alors, il y en a une qui s'adressait à Emmanuel. Je ne sais pas s'il peut y répondre de la part de Patrice. C'était de savoir s'il y avait on avait des idées, des évolutions dans le temps du vote en fonction des convictions religieuses, c'est-à-dire catholiques, juifs, protestants ou musulmans. Et les deux autres s'adressaient plutôt à Mathilde. Alors, c'est une mise de jeu. C'est une question peut-être un peu ponctuelle, mais je pense qu'après, ça laisse le temps à chacun d'intervenir sur les questions plus de fond. Donc, pour Mathilde, c'était pourquoi les tentatives de primaire citoyenne ont raté il y a 5 ans. Je crois qu'il y en a eu 2, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Et ça, c'est une question de Patrice également, et une question de Régis Morera. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est partie prenante dans cette affaire de primaire, dans cette primaire? Alors, peut-être qu'on peut commencer par Emmanuel, et puis ensuite, puis après. Donc, pendant ce temps-là, n'hésitez pas à lever la main. Voilà. Donc, Emmanuel, d'abord, sur la... Oui, alors, j'ai dû avouer dans la petite conversation que nous avons eue, Daniel, que ce n'était pas quelque chose qu'on avait suivi, nous, récemment, à Cantar Public, le vote en fonction de la religion. Mais c'est aussi l'avantage d'échanger avec vous, c'est que ça m'a fait faire un progrès, puisque j'ai exhumé un sondage d'un confrère récent, un peu bizarre d'ailleurs, puisqu'ils ont pris le parti, c'est l'IFOP qui l'a fait, de tester... non pas Marine Le Pen, mais Éric Zemmour. Mais quelque part, ça peut nous donner une idée de... et j'ai l'impression que ça n'a pas changé par rapport aux fondamentaux que je connaissais, c'est-à-dire un vote catholique plus à droite, et même avec, pour le candidat qui représente ici, on va dire, l'extrême droite, si vous en êtes d'accord, Éric Zemmour, plus fort chez les catholiques, 21% qu'en moyenne à 17%, mais on retrouve quelque chose qui était, me semble-t-il, assez présent de longtemps, hein, c'est qu'en revanche, chez les catholiques pratiquants, il est très faible, 9%, alors que par rapport à la moyenne, le candidat choisi pour être le candidat de droite, Xavier Bertrand, double son score chez les catholiques pratiquants, faisant 42% au lieu de 21%. Et ça, voilà, ce schéma-là
il a été à plusieurs reprises évoqué que désormais les catholiques pratiquants votaient beaucoup plus à l'extrême droite. Ce récent sondage semble plutôt infirmer ce constat et confirmer l'idée qu'il y a une résistance des catholiques pratiquants, alors qui sont par ailleurs plus âgés que la moyenne de l'échantillon, et c'est une des caractéristiques de cette génération d'ailleurs, des plus de 65 ans, d'être moins tentés par le vote d'extrême droite. Il y avait une question aussi qui s'est mise pour Emmanuel. Les 40% de personnes se déclarant sans préférence partisanes, qui sont-ils? Les jeunes, les quartiers populaires? Point de suspension. Alors, il y a un point d'ailleurs, à nouveau, puisqu'on est entre nous, les quartiers populaires sont assez mal représentés par les sondages qui sont devenus le tout venant des sondages, c'est-à-dire les sondages en ligne. Faut juste avoir ça en tête. La litanie de sondages qui va nous séparer de la présidentielle, ce sont des sondages parce que ils sont publiés par la presse, que la presse n'a plus beaucoup d'argent, qu'il faut aller vite, être dans l'immédiateté, qu'on va avoir ces fameux rollings qui renouvellent tout. Il va y avoir une sous-représentation des quartiers populaires, ce qui peut-être d'ailleurs va pas infirmer la qualité des sondages parce que malheureusement l'abstention y est très élevée. Voilà. Donc ceux-là, ils sont même pas dans nos échantillons. Les gens qui sont désaffiliés sont plutôt, pour le coup, les catégories populaires qui sont dans nos échantillons parce que les quotas font qu'ils y sont quand même représentés, et les jeunes, effectivement. Et donc, Mathilde, sur les primaires d'il y a 5 ans et Jean-Luc Mélenchon cette fois-ci, est-ce qu'il va jouer le jeu, en d'autres termes? Peut-être je peux faire un petit tour de l'ensemble des candidats déjà déclarés ou pressentis, en tout cas ceux qui sont un peu sondés. Aujourd'hui, on a donc Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui dit clairement, et c'est le seul qui dit clairement « non, ça ne m'intéresse pas votre truc ». Néanmoins, on a un certain nombre de gens au sein de la France Insoumise qui nous disent « de toute façon, Jean-Luc ne comprend que le rapport de force, donc faites votre truc et voyons s'il y a un élan qui se crée ». Il est peu probable, il y a 2 options en gros. Soit il ne participe pas et on arrive à créer un élan autour d'une candidature autre que la sienne, qui du coup a une dynamique et donc il risque lui de chuter dans les sondages et l'autre personne de monter, contrairement à ce qui s'est passé en 2017 où c'était l'inverse, hein, c'est Benoît Hamon qui a chuté et lui qui était monté. Deuxième option, et avec un point où ça pourrait être intéressant d'avoir votre regard, Emmanuel, pas sûr de notre côté que le plafond, le plancher qu'il y avait en 2017 existe encore pour cette élection, dans le sens où le vote utile à gauche pourrait être encore plus fort qu'aux élections de 2017, parce qu'aujourd'hui, on sait qui est Emmanuel Macron. Alors qu'en 2017, les gens ne savaient pas, certains électeurs de gauche ont soit directement voté pour lui, soit se sont dit, bon, au pire, si aucun des deux, ni Benoît Hamon, ni Jean-Luc Mélenchon ne passe, c'est Emmanuel Macron, il n'a pas l'air bien méchant, voire plutôt progressiste sur un certain nombre de sujets. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, où il y a beaucoup de déçus dans l'électorat de gauche par le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et donc, ce plancher qui existait à cette époque-là, l'analyse qu'on en fait, c'est qu'il existe beaucoup moins, ou qu'il est plus bas en tout cas, qu'à cette époque-là, mais ça vaudrait le coup d'avoir le regard d'Emmanuel là-dessus. La deuxième chose, donc ça c'est vrai pour Jean-Luc Mélenchon, tous les autres aujourd'hui ne ferment pas la porte. À l'opposé, on a Sandrine Rousseau, candidate à la primaire des écolos, qui a plutôt le vent en poupe aujourd'hui, qui a déjà dit, alors qu'on n'a encore rien demandé, qu'elle voulait participer à la primaire populaire et qu'elle participera à la primaire populaire. On a la bienveillance d'Éric Piolle, qui est aussi candidat à la primaire des écolos et qui nous dit en off, je participerai à la primaire populaire si je gagne la primaire des écolos. On a une très grande bienveillance de la part de Yannick Jadot, parce qu'il nous voit aussi comme la manière de tuer la primaire des Verts, parce qu'il n'a pas du tout envie de participer à cette primaire des Verts, parce qu'il sait que les écologistes ont tendance à couper les têtes
lors des primaires. Nicolas Hulot avait perdu contre Eva Joly. Cécile Duflot avait également perdu. Donc, il veut l'éviter à tout prix. Et donc, s'il n'arrive pas à avoir un accord, donc il sort vainqueur avec le PS, qui le porterait lui comme président de la République, à ce moment-là, on est son plan préféré, quoi. Donc, il est possible qu'il y ait une annonce de Yannick Jadot plus tôt que ce qu'on demande, nous, de notre côté. Côté PS, Anne Hidalgo ne se positionne pas aujourd'hui. Elle dit ni oui ni non. Elle dit clairement non à une primaire PS. Elle dit clairement non pour participer à la primaire des écologistes de manière élargie. Mais elle évoque dans plusieurs interviews le fait qu'une primaire à l'américaine pourrait peut-être lui convenir. Mais elle attend de voir en gros septembre ce qui se passe et en fonction de la manière dont sa candidature prend ou pas d'ici là, la manière dont elle se positionne. Arnaud Montebourg, quant à lui, pareil, est intéressé, il dit ni oui ni non, mais nous pose énormément de questions. Donc, on sent qu'il y a un intérêt assez fort de son côté. Et il y a d'autres candidats, société civile, qui sont aussi intéressés, mais que je ne mentionnerai pas là, puisqu'ils sont moins connus. Voilà pour les candidats. J'espère avoir répondu à la question. Oui, donc juste sur Jean-Luc Mélenchon, il y a le scénario où il ne participe pas et où du coup il y a une dynamique qui se crée autour d'une autre personne, et la dynamique où il participe. La raison pour laquelle il ne souhaite pas participer aujourd'hui, en tout cas officiellement, c'est que selon lui, une primaire mobilise pas, ou plus difficilement, les quartiers populaires et les classes populaires. Déjà qu'on a du mal en gros à les faire voter aux élections normales, les faire voter à une primaire, c'est compliqué. Or, il est plus fort dans cet électorat-là que ne le sont les écologistes ou Anne Hidalgo, pour faire court. Donc, il a peur de perdre à une primaire là où il gagnerait sur l'ensemble de l'électorat de l'ARC. Et sur l'autre question, pourquoi est-ce que les primaires citoyennes d'il y a 5 ans ont raté, on a fait justement une analyse de différentes primaires à la fois en France et à l'international pour essayer de comprendre à quelles conditions ça fonctionne, à quelles conditions ça ne marche pas. Et on a des gens qui ont participé aux expériences des primaires passées, que ce soit des primaires citoyennes ou que ce soit des primaires, je pense notamment à la primaire PS, ou aux primaires PS, celle qui a permis à Hollande de gagner ou celle qui avait fait sortir Benoît Hamon dans l'équipe pour apprendre des réussites et des échecs de ces primaires. Le diagnostic qu'on fait sur la primaire citoyenne, primaire.org, c'est que ça n'a pas marché parce que ils étaient quasiment anti-parti finalement, et que uniquement des candidats société civile ont émergé, et donc ça a été vu comme pas crédible de la part d'un grand nombre de la population. Il n'y a pas eu les 500 élus locaux qui ont soutenu par leur signature. Donc décrédibilisé parce que finalement, faisant bande à part, se faisant un peu plaisir finalement avec un truc citoyenniste, comme dit ça. La réponse qu'on donne nous, c'est de dire il faut les deux. Il faut les acteurs politiques traditionnels et il faut aussi avoir un nouveau souffle en ayant la possibilité d'avoir des acteurs venus de la société civile qui participent à cette primaire populaire. L'autre primaire citoyenne qui avait tenté d'être lancée, je pense notamment par Caroline Dehaas, la raison pour laquelle ça n'a pas marché, selon nous, hein, on n'a pas la chance infuse, hein, et on verra peut-être que notre truc ne marchera pas, on verra, on tente quelque chose, c'est que ils ont attendu l'accord, enfin en tout cas ils ont voulu avoir l'accord des candidats tout de suite. Et donc, le temps que chacun se positionne, finalement, il ne se passait rien parce que les candidats ne se positionnaient pas et préféraient faire leur vie chacun de leur côté avant de peut-être participer à une primaire. Et dans ce qu'on propose de notre côté, c'est pour ça qu'il y a la phase des parrainages citoyens, c'est que l'idée derrière ça, c'est qu'il y ait plein de citoyens qui mettent et qui soutiennent le fait qu'Anne Hidalgo participe à cette primaire populaire, que Yannick Jadot participe à cette primaire populaire. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, on s'en fiche à ce moment-là. On ne demande pas leur accord. Et donc, ça fait une pression populaire sur les acteurs politiques. Et du coup, il est beaucoup plus difficile pour eux derrière de refuser de participer parce qu'ils sont sous pression, une pression citoyenne. Il y a plein d'autres éléments. J'ai pris les éléments qui me semblaient les plus importants. Et juste pour prendre quand même l'exemple d'une primaire qui n'est pas citoyenne, mais qui est la primaire de 2017 qui fait sortir Benoît Hamon,
à mon sens, cette primaire, elle a marché dans sa première étape, qui est de sélectionner le candidat. Ce qui a dysfonctionné après, c'est que l'organisateur, le PS, n'étant pas content du résultat, ne voulant pas en fait de Benoît Hamon, a laissé, voire moi je dirais même incité personnellement, mais chacun sa lecture, un certain nombre de ses membres de trahir finalement celui qui sortait de la primaire. Et quand vous regardez les résultats sortis de la primaire, Benoît Hamon et Emmanuel, je ne sais pas si vous avez les chiffres exacts, mais je crois qu'il est à 17%, alors que Jean-Luc Mélenchon plafonne autour de 10%. Et c'est parce que derrière, Benoît Hamon est trahi ou s'y prend mal et du coup se fait lâcher par un certain nombre de cadres du PS qui partent chez Macron, que les courbes s'inversent au fur et à mesure du temps. Le fait là que ce soit la société civile qui organise et que ce soit nous qui ayons la main, fait que ce truc de trahison est beaucoup plus compliqué qu'en 2017 avec la primaire du PS. Alors, Mathilde a renvoyé un balle sur Emmanuel, je vais lui laisser répondre à la question qu'elle a posée. Et tout de suite après, je donne la parole rapidement. Et je donne la parole à Jean-Claude Devez qui l'a demandé, mais il l'a demandé par écrit. Et donc, je rappelle que le mieux pour demander la parole, c'est d'appuyer pour lever la main en réaction, comme vient de le faire là. Et voilà. Et donc, il y a Patrice qui vient de le faire. Donc, d'abord Emmanuel, ensuite Jean-Claude et ensuite Patrice. Les plus attentifs pourront avoir rapproché deux informations et donc auront noté que j'ai commencé à faire ce métier au moment où Mathilde venait au monde et elle a tout compris à ce qui va se passer en fait. C'est exactement comme elle a décrit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'antienne qui consiste à parler des chances totalement oblitérées de la gauche divisée. Ce qui est divisé au sein de la gauche, ce sont les leaders et les partis dont on a vu à quel point ils étaient peu structurants. Les électeurs de gauche ne sont pas tant que ça. En fait, une espèce de trésor un peu caché, pourtant pas si difficile à trouver pour la gauche, c'est qu'il y a pas mal de sujets plutôt consensuels, à portée de main. Après, si les gens décident de mettre à l'agenda sempiternellement les sujets qui les divisent, bah, ça va être plus compliqué. Mais pour les électeurs, et c'est vraiment totalement illustré. Alors, l'écart n'était pas si grand entre Mélenchon et Hamon dans mon souvenir, mais Hamon sort en tête dans les intentions de vote à l'issue de sa primaire. Et ce qui s'est passé par la suite, c'était déjà illustratif de cette très grande fluidité des électeurs de gauche. Si on croit, et on a raison, plus les élections que les sondages, il suffit de regarder ce qui s'est passé au municipal, là où les listes divisées au premier tour se sont retrouvées avec une liste unique, soit par élimination, soit par union. Ça s'est extrêmement bien passé, les reports de voix. Il y a quelques villes même où c'était du 100%, voire presque une prime à la dynamique. La plupart des électeurs de gauche, un peu frustrés d'avoir le sentiment d'avoir été floués, sont prêts à aller vers celui qui représentera leur chance. Le fait est que ça peut se passer extrêmement tard dans le processus. Il y a un petit point par rapport à ce qu'a dit Mathilde sur lequel je diverge, mais juste parce que ça a un tout petit peu bougé, et c'est peut-être d'ailleurs une bonne nouvelle. C'est plus tout à fait vrai de dire que le premier vote des jeunes, c'est le Rassemblement national. À la limite, ce serait plus vrai de la génération d'au-dessus, c'est-à-dire non plus les 18-24 ans, mais les 25-34 ans qui accordent une prime. Mais là aussi, attention, il y a aussi un effet d'optique, c'est que le fait de la gauche très éclatée par rapport à les jeunes électeurs de droite votent très à droite. C'est-à-dire qu'en général, le candidat, les Républicains, est très faible, ou les Républicains ou apparentés. Et du coup, si on additionne les voix de gauche, c'est en général au-dessus du Rassemblement national. Mais dans les différentes enquêtes que j'ai pu voir, chez les plus jeunes, Marine Le Pen a plutôt tendance à sous-performer et à faire moins bien que sa moyenne. Merci. Donc Jean-Claude et ensuite Patrice, et puis on reviendra. Et moi, je compléterai peut-être leurs questions. Jean-Claude. Oui, c'est une observation par rapport au socle
qu'a défini Mathilde. J'ai été voir le fameux socle où il y avait 10 ruptures. Dans ces 10 ruptures, ce qui m'a frappé, c'est que ça n'aborde pas de front les problèmes que se posent pas mal d'électeurs sur la sécurité, sur l'immigration, sur le séparatisme, islamisme, sur la justice, etc. On a bien vu que Jospin avait en partie perdu parce qu'il n'était pas capable d'aborder, et la gauche depuis longtemps, pas capable d'aborder de front ces affaires-là. Et donc, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y ait un socle définitif. Et quand on parle que Montebourg pourrait participer, Montebourg, dans son article dans Le Monde hier, était contre le revenu universel qui est dans le socle que vous avez défini. Non. Attends. À 20h, fini. Jean-Baptiste, il faut que tu enlèves ton micro. Jean-Baptiste. Oui, d'accord. Ah oui, c'est... Attends, je vais mettre... Il faut tuer les Marxos. C'est bon? Oui. Vous m'entendez? Non, vous ne m'entendez plus. Si? Donc, Jean-Claude, ouais. Jean-Claude, tu avais fini, je crois. Patrice, donc. Oui, j'avais fini. Patrice. Oui, j'ai une question pour chacun des intervenants. Alors, c'est Patrice. J'ai oublié de dire, Jean-Claude, c'est vrai qu'on se connaît, mais c'est bien que chacun se présente. Et Patrice, Jean-Claude Devez, je suis à la fois au Pacte civique, à l'International convivialiste et à Démocratie et Spiritualité, copain de Vivray et compagnie, travaillant beaucoup sur l'éthique du débat et ayant bien connu Démocratie ouverte. Voilà. Et donc, Patrice, maintenant. Donc, moi, je suis le président des Poissons Roses, qui est une plateforme de chrétiens à gauche. Alors, j'ai une question pour chacun des intervenants, parce que je trouve que c'est intéressant de ce qui nous a été montré, c'est que finalement, les Français continuent à s'intéresser à la politique, mais 40% se sentent orphelins. Ça recoupe d'autres notions. Les gilets jaunes, qui étaient très nombreux en France, la notion d'invisible aussi. Et alors, est-ce que Mathilde et ses amis se sont intéressés à ces 40% dont on dit que s'ils votaient ensemble, ils seraient majoritaires, hein? Les invisibles sont majoritaires. Donc, l'objectif de tout le monde, c'est de récupérer le vote des invisibles. Mais qui sont ces invisibles? Nous, on a travaillé sur la question, on vient de sortir un rapport. Mais est-ce que vous avez essayé de comprendre? Et puis, j'ai une question pour l'ami Emmanuel. Je n'étais pas très satisfait de sa réponse sur le vote des croyants. Je pense que le vote des croyants est quand même intéressant à comprendre pour comprendre la chute du PS, quand on voit que ni les musulmans ni les chrétiens ne votent plus PS. Mais la question, c'est par rapport à la présidentielle et à ce qu'il a dit de la posture du président de la République, est-ce qu'il faudrait souhaiter une nouvelle cohabitation qui permettrait de mettre en avant les législatives? Est-ce que ça ne serait pas une façon de rééquilibrer cette institution inchangée, hein, puisqu'on est dans la 5e, mais est-ce que les législatives ne nous permettraient pas de redonner de l'air en créant une véritable opposition au Parlement? Merci. Merci Patrice. D'abord, une demande pour Patrice. D'abord, ravi d'accueillir les Poissons Roses dans notre cercle. Je ne sais pas si c'est la première fois, je ne me souviens pas. Et vous avez dit que vous venez de sortir un rapport. On serait preneur d'avoir le document. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait reçu. Donc, et on en parlera éventuellement dans notre lettre, puisqu'on a une lettre mensuelle que je pense vous recevez. Et j'aurais complété un peu sa question et un peu celle de Jean-Claude, même si ce n'est pas tout à fait sur le même terrain, en disant, il y a la spiritualité dans tout ça, c'est-à-dire, est-ce que moi j'ai aussi le sentiment, alors ce n'est pas forcément de la religion, mais qu'il y avait une mystique républicaine qui amenait les gens aux urnes, et que cette mystique, elle s'est un peu, enfin, j'aime bien ce terme de mystique républicaine, c'est mon côté péguiste, mais cette mystique, elle s'est amenuisée, que cet attachement à la République, ce fait de se vivre ensemble aux républicains qui fait qu'on est citoyen, et que la première chose
quand on est citoyen, c'est d'aller voter, même si on ne s'y retrouve pas totalement. J'ai l'impression que ça s'est beaucoup amenuisé et ça fait un peu lien avec la question et la spiritualité dans tout ça, parce que ce qui alimente la mystique, c'est souvent la spiritualité. Enfin, c'est une question à l'un et à l'autre, avec vos regards croisés, si on peut dire. Mathilde, d'abord. Pour répondre à la première question de Jean-Claude, je crois, en effet, le socle, il aborde les questions sur lesquelles qui rassemblent. Or, on sait que les questions d'Europe, de laïcité, de sécurité, on le voit en ce moment, hein, à gauche, divisent. C'est pas par hasard si ils se tapent dessus tous les 4 matins à la télévision. Néanmoins, c'est des sujets qui seront traités dans le cadre de la primaire populaire, mais pas dans l'étape 1. L'étape 1, c'est d'abord se rassembler autour d'idées fortes et qu'on partage tous dans le bloc qu'on essaye de recréer. C'est dans la deuxième étape, au moment de la primaire elle-même, j'ai envie de dire, des débats au moment du parrainage et du vote lui-même, que sur les questions où ils ne sont pas d'accord, ils pourront se départager. Et sur le revenu universel, il n'y a pas le revenu universel en tant que tel dans le socle. Arnaud Montebourg a posé son socle de compatibilité avec son programme. Il ne l'aurait pas laissé passer s'il y avait le revenu universel en tant que tel. Sur la question par contre, il y a des formes pour les jeunes de sécurité sociale qui sont assez proches d'un revenu universel. Sur les questions que posait Patrice, sur les invisibles, oui, on s'y a intéressé. C'est une des raisons pour lesquelles je parlais du fait qu'on ne voulait pas seulement toucher l'électorat dit de gauche, mais aussi les abstentionnistes et un certain nombre de personnes qui sont parties voter maintenant au Rassemblement national, alors qu'à l'époque, ils votaient à gauche, mais parce qu'ils se sentent oubliés, parce qu'ils se sentent délaissés, parce qu'ils se sentent mis de côté, trahis, enfin, on utilise le mot qu'on souhaite. On s'intéresse évidemment à cette population-là. On a fait un certain nombre d'études, mais on est ravis d'avoir votre rapport et de pouvoir l'éplucher et de voir si ça correspond à ce qu'on a pu se dire. Moi, j'étais encore ce week-end à l'université citoyenne près d'Avignon, qui est organisée par les Gilets jaunes. J'ai passé au moment du mouvement des Gilets jaunes beaucoup de temps sur les ronds-points. Dans les paramarènes de la primaire populaire, il y a des gens comme Priscilla Ludowski et d'autres acteurs du mouvement des Gilets jaunes qui soutiennent. Donc, il n'y a pas que les Gilets jaunes. Mais c'est évidemment, quand on dit populaire, c'est évidemment qu'on veut parler aussi à ces personnes-là. Et donc, au-delà du rapport, si vous avez des suggestions, des idées de personnes qui peuvent nous aider à embarquer cette population-là et la raccrocher à la primaire populaire, à donner un souffle qui soit vraiment populaire à cette primaire, vraiment ravi d'être en contact et d'échanger à ce propos. Et sur les législatives, je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas complexifier, parce que c'est déjà complexe, mais quand je disais nouveau rapport entre société civile et partis politiques, les partis politiques eux-mêmes sont venus vers nous en nous disant il faut qu'on parle législative. En gros, si je caricature, il faut d'abord... parce que les législatives pour les partis politiques, c'est leur survie, parce que c'est l'argent. Un député, ça ramène de l'argent au parti. C'est un peu triste, un peu cynique, mais ça se passe comme ça. Et donc, besoin pour eux de se sécuriser sur le fait qu'ils vont avoir un certain nombre de députés dans un certain nombre de circonscriptions pour pouvoir avoir la tête, non pas à leur survie, mais potentiellement gagner en 2022. Parce que beaucoup, en tout cas un certain nombre d'entre eux, ont déjà fait une croix sur la possibilité de gagner en 2022 et se préparent en 2027. Comme s'il n'y avait pas un risque de Le Pen dès maintenant. Enfin, moi, ça me scandalise, hein, personnellement. Et c'est une des raisons pour laquelle on a pris ce nom un peu provocateur de 2022 ou jamais, que tout le monde n'aime pas, mais qui montre que, en fait, là, il ne faut pas déconner, quand il y a un risque Le Pen, c'est maintenant qu'il faut mettre ses forces dans la bataille. Donc sur les législatives, on y travaille. On ne sait pas exactement encore quelle posture on va adopter, mais on aimerait aussi changer les visages au Parlement à nouveau pour faire face à cette crise de la représentation, avoir des gens qui sont issus des partis politiques eux-mêmes, mais d'autres parties de la population. Par contre, je ne crois pas du tout à la thèse, mais ça c'est personnel, hein, ce n'est pas quelque chose que la primaire populaire porte en tant que telle, à l'idée que si Marine Le Pen passe, on n'aura pas, que les gens vont se réveiller
tout d'un coup et qu'il y aura une Assemblée nationale de résistance. Je ne crois pas du tout à ce scénario, parce que les électeurs, c'est les mêmes à la présidentielle et à la législative. Donc, s'ils votent massivement Marine Le Pen à la présidentielle, ça se passera, à mon sens, je crois, hein, comme pour les autres présidents de la République, où ils diront bah, donnons-lui les moyens, finalement, puisqu'on ne l'a jamais testé, testons-la vraiment jusqu'au bout. Donc, je ne crois pas à ce scénario si c'est celui-là que vous présentez, mais on peut avoir un débat là-dessus. Je me permets juste, je pense qu'il y a un scénario envisageable, c'est que à la présidentielle, Emmanuel Macron soit réélu, phénomène Le Pen faisant peur, mais que la structuration continue, régulière du socle des électeurs, permettant éventuellement au Front National, enfin, je me mets dans la logique, de crever le plafond de verre des législatives et que finalement la victoire du FN ne soit pas à la présidentielle, mais à la législative, créant une situation assez insolite au sein d'un quinquennat avec une nouvelle cohabitation. Il me semble que c'est une hypothèse, mais peut-être qu'une primaire populaire pourrait faire émerger des candidats justement à la législative, ce qui est peut-être parfois plus simple qu'à la présidentielle. Oui. Mathilde, vous voulez compléter ou je vais peut-être repasser la parole à Emmanuel pour réagir, y compris sur ce scénario-là et sur les autres questions, et puis revenir à Mathilde, et puis on reprendra une série d'interventions. Emmanuel. Pour remonter le fil de ces scénarios que je trouve tous très intéressants, et moi je vais être plutôt modeste, hein, je fais des sondages, donc je vais essayer plutôt de comprendre ce qui est en train de se passer, et en termes de prospective, on connaît les limites de l'instrument. Mais si on fait un peu de politique, la gauche a paradoxalement une chance par rapport aux législatives et à ce qu'on décrivait Mathilde comme moi, c'est-à-dire en fait une possibilité de dynamique vers l'union pour peu que la gauche mette à l'agenda les sujets autour de l'éducation, du travail, de la redistribution, des services publics, de la protection sociale qui les rassemble. Et cette chance, c'est qu'il y a très peu de sortants. Donc, il n'y aura pas trop de difficultés, en fait, à trouver des accords, des accords législatifs pour que chacun s'y retrouve si une dynamique était créée. Mais là, le socle de la gauche, aujourd'hui, apparaît extrêmement bas. Et du coup, ce n'est pas le scénario majoritaire. Moi, je pense que la suprématie de la présidentielle sur la législative a quand même de bonnes chances de se produire. Alors, c'est vrai que je vois difficilement aujourd'hui, y compris du fait de leur faible maillage territorial, du rééquilibrage aussi qui s'est fait dans les derniers découpages législatifs au profit des villes, le Rassemblement national avoir seul une majorité. Mais en fait, la vraie question, elle est là. C'est ça qu'il faut d'ailleurs surveiller comme le lait sur le feu. Le système politique en France tel qu'il est a rendu très compliqué pour le Rassemblement national et avant le Front national de diriger des exécutifs, à l'exception des municipales, parce que quasiment toujours il lui a fallu gagner seul. Ouais, je pense que j'ai du mal à m'inscrire dans cette idée qu'un jour Marine Le Pen et le Rassemblement national seront au pouvoir. Non, la question c'est est-ce qu'à un moment quelqu'un va tendre la main à Marine Le Pen et au Rassemblement national et inversement pour constituer des socles majoritaires. Pour l'instant, il y a une dite qui tient, mais elle est assez symbolique, hein, parce que quand les gens en viennent à dire il n'y a plus rien qui nous rassemble, qui nous sépare, si ce n'est la capacité à gouverner, c'est-à-dire aux yeux des Français, rien, parce qu'ils dénient la capacité à gouverner de beaucoup. Je pense que c'est ça le scénario. Mais voilà, pour 2022, ça n'a pas l'air en préparation. Alors, on n'a aucun indicateur permettant de dire aujourd'hui le Rassemblement national est plus près du pouvoir présidentiel qu'il l'était en 2017. Pas
pas la cote de Marine Le Pen, pas le nombre de sympathisants du Rassemblement national. Il est en hausse, mais plutôt au même niveau qu'en 2016. Dans les intentions de vote des régionales, alors on verra ce que vaut le vote, ce qui est évidemment bien supérieur aux intentions de vote. Le Rassemblement national est au même niveau qu'il y a 6 ans, 5 ans et demi. La seule chose qui change, et ça c'est vraiment le truc, me semble-t-il, à surveiller, c'est l'attitude. Et le paradoxe fait que ça va être un peu l'attitude de la gauche, dans les Hauts-de-France, dans la région sud, sur les configurations triangulaires. La région qui a failli être gagnée par le Rassemblement national, à l'époque le Front national en 2015, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, à 2 points près. Sur une triangulaire, la région n'était pas dans le viseur et dans le collimateur. Là où il était fort au premier tour, c'est-à-dire au-dessus de 40%, Hauts-de-France et PACA à l'époque, et donc Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il y a eu retrait. Et en fait, c'est presque moins les électeurs qui peuvent avoir changé au point de permettre au Rassemblement national de diriger une région que le paysage politique et leurs adversaires, la capacité d'un Renaud Muselier à obtenir qu'une liste de gauche se retire. Voilà, l'effondrement de certaines digues aussi, la porosité des idées, qui ferait que finalement, dire 2 fois de rang, on va se retirer. Et je pense que le scénario d'une dynamique qui permettrait au Rassemblement national déjà d'abord de gagner les régions, il est plutôt regardé du côté de l'attitude des listes en présence et évidemment du climat général de différenciation ou d'indifférenciation par rapport à l'isolement dont faisait l'objet jusqu'à présent le Rassemblement national. Mais pour l'instant, 50% dans une région, il n'y a pas. Donc 50% en France, moi, ça me paraît compliqué pour 2022. Maintenant, c'est pas facile de paraître trop naïf ou imprudent et donc d'exclure ce scénario-là. Je dis juste qu'aucun des indicateurs ne permet de l'étayer. Et donc, ce ne serait pas 50%, ce serait 50% de ceux qui restent, voulant dire qu'une grande partie du record électoral n'aura pas voulu faire le choix final. Et donc, ça voudrait dire qu'il y aura un candidat faible face à Marine Le Pen. Et donc là, on est dans un scénario où le candidat qualifié au second tour le serait dans de mauvaises conditions, en étant lui-même très clivant. Alors ça peut être Macron sortant, ayant un peu énervé entre-temps sur la réforme des retraites qu'il aurait remis au bout du jour. Ça peut être un candidat de gauche, mais du coup avec une gauche trop faible dans le pays pour que une partie de la droite arbitre en sa faveur. Voilà, c'est le scénario de Marine Le Pen faisant beaucoup plus en nombre de voix qu'en 2017 semble pas tellement réuni dans les indicateurs dont on dispose. Il faudrait que Marine Le Pen, avec le même nombre de voix, fasse 50%, ou avec un peu plus de voix, fasse 50%, ce qui voudrait dire une abstention absolument colossale. Et pour répondre rapidement sur la question de la cohabitation, bon, alors, en restant dans le cadre de la Ve République telle qu'elle est, bon, je pense que ça ce serait intéressant, mais c'est peu de chances de se produire. Mais si j'en reviens à mon propos initial sur le difficile emboîtement de la démocratie française et de la démocratie européenne, alors qu'on est dans un contexte qui a tendance à un peu imprimer sur l'ensemble des 27 les modes de fonctionnement. C'est quoi les modes de fonctionnement de la démocratie en Europe standard? C'est plutôt des cohabitations partout. En tout cas des majorités qui se constituent parce que personne n'a eu la majorité absolue à soi seul, en Allemagne, en Espagne, en Italie, encore plus. C'est la tradition des démocraties scandinaves, et là où ça fait plus de 50%, la République tchèque, ça ne va pas très très bien en ce moment, la Hongrie, je ne sais pas si ça fait très envie, la Pologne, pas non plus un modèle, d'ailleurs les Polonais eux-mêmes ne le pensent pas. Donc c'est un vrai sujet que
voilà, cette religion de la majorité et ce principe de la rencontre d'un homme en général, et donc encore jamais d'une femme et d'un peuple, mais sauf que ça a tellement cessé d'être vrai que ça devient compliqué de vivre sur cette, me semble-t-il, sur cette mythologie. Mathilde, un dernier mot avant de donner la parole pour... enfin, je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. Donc, avant de donner la parole à Jean-Baptiste pour une tentative de conclusion et d'ouverture, je remarque qu'on a assez peu parlé de spiritualité quand même, mais bon, on s'y attendait un peu. Mathilde, il faut mettre... Voilà. Bah, sans parler de spiritualité au sens direct du terme, moi je crois qu'il y a un enjeu dans une dynamique de foi ou pas, en fait, finalement. Je pense, si je caricature un peu, qu'aujourd'hui, si on regarde les émotions que provoquent les récits, les narratifs que nous proposent Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il y en a une qui joue clairement sur la peur du déclin, peur du déclassement, qui fait regarder les classes moyennes vers le bas. Et donc en bas, il y a les immigrés. Bah, si je ne veux pas être déclassé, je tape sur les immigrés. Alors que si on met les mêmes personnes dans une énergie d'espoir, de foi, de croyance qu'on peut avoir mieux dans la vie, tout de suite, ils regardent plutôt vers le haut, quel nouveau droit je peux avoir, comment est-ce qu'on régule les ultra-riches qui sont quand même beaucoup éloignés des classes moyennes et comment est-ce qu'on les ramène à des niveaux de salaire un tant soit peu décents. Et je crois que il y a ce mouvement-là à faire à un moment où, à côté, moi, la lecture que je fais de la vision du monde que propose Emmanuel Macron, c'est une émotion qui est basée sur l'envie de réussir, une envie de conquête en marche. Hein. Donc, la France est à la ramasse, il faut qu'elle y aille et d'être dans le camp des winners d'un monde qui, à mon sens, a de moins en moins de saveur parce qu'on a moins en moins de temps pour l'introspection et de moins en moins de temps pour la spiritualité. En tout cas, je crois que ce que je vois dans ma génération, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, c'est un peu du comptoir, mais que oui, il y a un éloignement des religions, mais paradoxalement, je vois aussi beaucoup de nouvelles pratiques spirituelles. Moi, à titre personnel, je médite quasiment quotidiennement. Et je vois beaucoup de jeunes aller vers ça aussi parce que les réseaux sociaux, c'est tellement l'instantanéité qu'en fait, ça rend fou. Donc, s'il n'y a pas un équilibre par une recherche et une introspection intérieure, souvent, ça passe par des burn-out et des craquages entre les deux. Mais je vois quand même une dynamique qui va dans ce sens-là. Je ne sais pas quel impact ça aura sur la politique. Je ne sais pas si les sondeurs font le lien entre faire de la méditation et le parti politique auquel vous rattachez. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je sens beaucoup dans la génération qui m'entoure. Après, je suis aussi dans une bulle, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Merci en tout cas de ce témoignage. Je pense que c'était aussi important de l'entendre. Jean-Baptiste, il nous reste 7 minutes pour respecter l'horaire. Bon, si on déborde de 2 ou 3 minutes, je pense que personne ne nous en voudra. Je te laisse la parole pour une conclusion, puis je fermerai avec les remerciements d'usage et sincères cette conviviale. Bon, ben, merci beaucoup. J'espère d'abord que vous m'entendez parce que ma connexion en général n'est pas très bonne. Est-ce que ça passe là? Ça passe là, c'est bon, on t'entend. Bon. Ben, écoutez, d'abord, merci à nos deux intervenants. De mon point de vue, d'abord à Emmanuel Rivière d'avoir parlé d'Europe et des perceptions françaises et nos partenaires de l'Europe. Et merci à Mathilde Dimmer qu'on commence à voir souvent dans nos réseaux et ça nous fait vraiment plaisir de tout ce qu'elle a dit. Notamment, je pense que cette primaire citoyenne, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je pense que ça ne peut pas faire de mal et ça ne peut faire que du bien parce que ça va obliger les leaders à se confronter les uns aux autres, à se confronter aux citoyens, ça va limiter un peu les égos. Il y a une force morale quand même dans cette primaire, je trouve. Il y a quelque chose de neuf, de frais. J'ai participé
à la primaire des Français. Il y avait eu une primaire des Français qui s'était assez vite écrasée au sol parce que Alexandre Jardin n'avait pas continué. Enfin, il y avait des problèmes informatiques, c'était mal organisé. Il y avait plusieurs sujets de ce genre. J'avais moins suivi la primaire qui avait désigné Charlotte Marchandise, qui fait partie de la nouvelle équipe d'ailleurs. Mais je pense que c'est mieux organisé par des gens qui ont du savoir-faire, qui ont déjà fait des choses avant et qui voilà, ils donnent beaucoup de leur énergie. C'est pas en plus à côté de leurs différents travaux. Ils s'y donnent à fond. Je pense que ça mérite d'être salué et soutenu, quel que soit l'issue finale d'ailleurs. Voilà. Sinon, moi, je voudrais faire très brièvement 5 remarques. La première, c'est que je pense que moi, j'analyse la situation de la société française comme une généralisation de séparatisme. C'est quand cette loi sur le séparatisme est apparue que m'est venue cette idée que le séparatisme, ce n'était pas seulement du côté de certaines catégories de musulmans, c'était tout le monde qui se séparait de tout le monde aujourd'hui. Là, il y a une France heureuse, bourgeoise, qui ne veut pas partager. Il y a les quartiers sensibles qui sont de leur côté. Il y a la France des villes, la France des campagnes. Le séparatisme est généralisé. Et je ne sais pas si la priorité aujourd'hui, c'est de remettre de l'unité dans tout ceci, de remettre de la pacification, de la compréhension, ou si c'est d'attaquer fortement la question écologique qui risque quand même de s'attaquer un peu aux dépens de la question sociale. Il y a quand même un risque, à mon avis, de l'éviction du social par l'écologie. Alors bien entendu, tout le monde dit non, 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 il faut faire les deux ensemble, mais ce n'est pas si facile que ça. J'étais à un colloque récemment sur l'économie circulaire à Cerisy. On voit bien que la première économie circulaire, c'est Emmaüs. Emmaüs a pris les hommes rejetés pour leur faire recycler des déchets. On partait du social pour aller vers l'écologique. Aujourd'hui, l'écologique tourne un peu en boucle. Donc, comment lutter contre ce séparatisme? Premier point, ça, il y a un vrai problème spirituel. J'avais hier soir une réunion en solidarité face au chômage dans mon groupe d'accompagnement, parler d'une personne musulmane au chômage, qui a 2 enfants, divorcés, il vient d'avoir un cancer. Je lui dis, mais sa famille va peut-être l'aider. Communauté, non, elle n'a plus de famille. Sa communauté musulmane lui fait peur parce qu'elle est trop prégnante. Et les autres, notre bonne société non musulmane, n'a pas du tout envie de l'accueillir. On ne trouve personne. Donc le séparatisme, il est de tous les bords. Je l'ai vu entre les chômeurs et les non-chômeurs. Les chômeurs, les chômeurs ne trouvent pas beaucoup de gens qui leur tendent vraiment la main. Première idée. Deuxième idée, je pense que la fin des idéologies est quand même quelque chose de très important qui marque en profondeur la vie démocratique aujourd'hui. Les idéologies, jusqu'à présent, animaient la démocratie. On avait l'idéologie communiste, qui avait une force quasi religieuse. Il y avait la social-démocratie qui se positionnait face à ça. Il y avait la démocratie chrétienne. Il y avait des systèmes éducatifs qui donnaient une vision du monde et un moyen d'agir dans le monde. C'est ça la fonction d'idéologie. Ça donne une vision du monde et des modes d'action dans le monde. Et ça donnait de la verticalité dans les sociétés démocratiques qui sont marquées par de l'horizontalité, la fraternité plutôt que la paternité. C'est ça la démocratie. Le basculement d'un monde hiérarchique, paternel, avec un Dieu en haut, à un monde horizontal qui n'a d'ailleurs pas trouvé son imago Dei propre, le fait d'être travaillé, mais le fait qu'il n'y ait plus d'idéologie a supprimé un élément de verticalité qui compensait l'horizontalité de la démocratie et qui donne un besoin d'autorité que l'extrême droite essaie de combler. Il n'y a pas seulement la sécurité. L'autorité, c'est la sécurité, c'est un but en soi, mais la sécurité, c'est aussi pour l'autorité, pour la verticalité par rapport au reste. Et donc, la gauche n'a pas assez travaillé sur cette dimension-là. Et donc, elle paie le fruit de sa grande lacune spirituelle. La gauche n'a jamais travaillé la question de la spiritualité. Comment peut-on transformer la société sans transformer l'être humain raisonnablement, au moins?
Elle n'a jamais travaillé cette question-là. Donc, elle le paie cher aujourd'hui. Moi, je pense que le risque d'un passage à droite par une abstention, effectivement, plutôt que par une victoire forte, mais en France, ce n'est pas le meilleur qui gagne, c'est le plus divisé qui perd. Il faut se souvenir de ça. Donc ça, c'est la deuxième idée. Donc la fin des idéologies crée un besoin de verticalité. La troisième idée, c'est qu'il y a un paradoxe tout de même. Aujourd'hui, on cherche à développer des programmes politiques ambitieux avec des mesures fortes, mais on ne travaille pas sur les valeurs qui peuvent accompagner ces politiques audacieuses, radicales, exigeantes. Et c'est là que la question de la spiritualité se pose. La spiritualité, c'est une capacité de don, voire de sacrifice, au nom de l'intérêt général. Aujourd'hui, qui est prêt à donner de soi pour l'intérêt général? Si on ne travaille pas là-dessus, on peut chanter toutes les mesures les plus audacieuses du monde, elles ne passeront pas au moment où il faudra les appliquer. C'est pour ça que je pense que de ce point de vue-là, le pacte civique qui a été fondé par démocratie et spiritualité, pas tout seul avec d'autres, il y a quand même quelque chose d'important à dire, notamment sur cette idée du lien entre sobriété et fraternité. Si on ne développe pas une idée de sobriété qui implique du partage et de fraternité qui implique de la relation, nos sociétés individualistes ne se seront pas corrigées. Or, il ne suffit pas d'avoir 10 mesures plus ou moins bien bâties, d'ailleurs, je le dis au passage, pas sans intérêt, mais plus ou moins bien bâties, pour réussir. Il faut travailler sur les valeurs, il y a un travail éducatif à faire en ce moment. C'était ma troisième remarque. Alors, la quatrième, c'est qu'on ne peut quand même pas faire totalement l'économie du leadership. C'est quand même très difficile aujourd'hui d'être président de la République, Premier ministre, ministre. C'est même très complexe. Ça va très vite, ça va dans tous les sens. Et former des leaders qui ont à la fois une capacité d'écoute de la société, de décision rapide au moment de crise, c'est quand même pas évident. Et peut-être faut-il rappeler que les moines, quand ils choisissent leur supérieur, ils commencent par se réunir en disant quel est, dans la circonstance actuelle, le profil le plus adapté aux défis que nous allons devoir assumer et affronter. Donc, ah, mince. Jean-Baptiste, on ne t'entend plus. D'ailleurs, de ce point de vue-là, de facto, on va être obligé de travailler un peu en profondeur sur des profils de leadership. Former des leaders va être quand même une des grandes questions de demain. Et alors, la dernière remarque que je voudrais faire, est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui, c'est bon là maintenant. C'est bon. Okay. On a peu parlé de géopolitique aujourd'hui, mais la question géopolitique est quand même importante. On a cru à un moment que la démocratie allait se répandre sur le monde, mais on voit bien qu'il y a toute une série de fausses démocraties qui se développent, une manière de singer la démocratie, faire des fausses élections, des élections contrôlées, la Russie, des formes de populisme subtiles, la Chine qui quand même menace aujourd'hui. Je pense que la question donc de la géopolitique et du rôle de l'Europe, de savoir quelle place on donne à l'Europe pour défendre notre manière de vivre, nos valeurs, est quand même très très important et qui est aussi un problème spirituel. Voilà. Et donc, je pense que un des points importants de clivage dans l'offre politique de demain, ce sera les visions de l'Europe qui seront défendues par les uns et par les autres. Et ça, c'est un problème, à mon avis, important. Voilà ce que je voulais dire brièvement, en remerciant beaucoup, j'ai trouvé vraiment la réunion très, très riche. Merci Jean-Baptiste de cette synthèse en 5 idées qui nous introduisent, je le disais en introduction aussi, qui nous mettent aussi à la perspective de notre université d'été, puisqu'on l'a mis sur le thème
quel sursaut spirituel, pardon, pour nos démocraties ou pour la démocratie, pour qu'elle puisse faire face aux défis d'aujourd'hui. Et parmi les défis, on en a abordé plusieurs ce soir, l'environnement, l'Europe, l'exclusion, on a moins parlé du numérique, mais c'est grâce au numérique qu'on arrive aussi à faire cet échange à distance. Le numérique, c'est la pire et la meilleure des choses. La pire sur les réseaux sociaux parfois et la meilleure quand ça permet de dialoguer entre nous. Merci merci à tous les participants, tous ceux qui sont connectés. Alors, il y avait des nouveaux qui n'étaient pas… je ne sais pas si Gabi, que je salue au passage, avait déjà participé à nos réunions. Donc, je crois que dans les nouveaux, il y avait quelques signataires de notre appel à une autorité administrative indépendante pour la laïcité qui rejoint justement le souci de pacifier ce débat sur la laïcité qui aujourd'hui malheureusement divise alors que la laïcité devrait nous réunir au contraire. Donc merci à tous ceux qui ont participé. On était un peu moins nombreux que la dernière fois, mais on est resté plus de 50 pendant presque toute la soirée. Et puis un grand merci surtout à nos deux intervenants, alors sur des terrains complètement différents, mais finalement très complémentaires. Moi, je connaissais bien Emmanuel depuis longtemps, vous l'avez compris, et ça m'a fait plaisir de pouvoir dialoguer, qu'on puisse dialoguer avec lui. Et j'ai fait la connaissance, Jean-Baptiste avait déjà rencontré Mathilde, mais moi, ce n'était pas mon cas, donc c'est à distance malheureusement. Mais j'ai fait la connaissance de Mathilde et vraiment merci Mathilde, malgré les difficultés, y compris de santé, d'avoir apporté, y compris la dimension personnelle de votre témoignage à la fin. Pour nous, c'est important aussi. Et vous l'avez rappelé, d'ailleurs, vous avez 30 ans. Voilà, donc c'est un bel âge. Je m'associe tout à fait à ce qu'a dit Jean-Baptiste sur la primaire populaire. Je crois que ça vaut le coup d'être tenté de toute façon. Il n'y a que les batailles qu'on ne mène pas qu'on est sûr de perdre. Donc ça vaut le coup d'être tenté. Ça créera une dynamique, on ne sait pas forcément ce qu'elle donnera. Et en tout cas, c'était bien qu'on puisse en parler avec vous. On n'a pas approfondi tout l'aspect technique du choix majoritaire, qui sont des sujets importants, mais qui sont plus techniques. Et effectivement, c'est des sujets sur lesquels nos partenaires du pacte civique pourraient aussi travailler avec vous. Merci à tous les deux, merci à tous. Et j'ai dépassé de 5 minutes. Je m'en excuse auprès de ceux qui m'avaient dit attention de bien faire respecter les horaires. J'ai dépassé de 5 minutes et donc je clôt la séance et vous donne… Alors, nous n'aurons pas de convivial avant le mois de septembre puisque d'ici là, nous allons concentrer notre énergie à la préparation de l'université d'été à laquelle vous êtes évidemment tous conviés. À très bientôt et bonne soirée, bonne fin de printemps parce que dans quelques jours, ce sera l'été. Et au revoir.